Bonjour à tous et bienvenue dans l'Aéropress Club, toujours depuis notre tour de contrôle d'Orly Sud, grâce à notre partenaire Aéroport de Paris. Avec nous aujourd'hui Patrick Amar, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes chef de mission aviation légère, hélicoptère à l'aviation civile. Vous avez un parcours extrêmement riche. Vous êtes d'abord rentré à l'aviation civile, vous êtes reparti, un détour par Air France, KLM, vous êtes un moment occupé du rapprochement avec KLM, vous êtes revenu à l'aviation civile, reparti, détour aussi par la compagnie israélienne El Al, revenu, ministère des Transports. Et là aujourd'hui, vous revenez à la DGAC, c'est une maison que vous aimez bien? Oui, c'est vrai, c'est ma maison d'origine. Je suis rentré après l'ENAC à la DGAC. J'ai fait mes premières armes une dizaine d'années dans cette administration et aujourd'hui c'est un retour aux sources avec beaucoup de plaisir à revenir dans un poste qui me touche, qui me tient à cœur. Voilà, dans un poste complètement différent que les liners, que les compagnies aériennes. Ouais, j'ai fait du business, j'ai fait du commercial pendant une dizaine d'années dans l'aérien. Ça a permis de connaître l'autre volet. On a le volet de l'administration qui régule, qui encadre, mais il y a aussi le bout du compte, le passager, le client. Et la promotion de cette aviation de transport est aussi un domaine particulièrement passionnant. Vous êtes un vrai passionné, hein. Vous n'avez pas qu'un rôle de bureau, il faut voler, aller sur le terrain. Oui, cette passion, elle a débuté très jeune dans mes études. Elle s'est concrétisée avec ma formation d'ingénieur à l'École nationale de l'aviation civile, où j'ai à cette époque-là commencé à faire du planeur, de l'avion, du remorquage de planeur. C'est les premiers débuts. Cette passion, elle s'est concrétisée pendant ces 20-25 ans. Pour moi, l'aéronautique, c'est une complémentarité à ma vie professionnelle. Et j'avoue que quand je fais mes missions, même au titre professionnel, que ce soit en avion ou de temps en temps des vols en hélico, ça me permet de m'évader et de ressourcer complètement mon énergie pour retrouver toute cette passion du travail. On va dire que c'est un besoin vital. C'est un peu ça. Pour caricaturer, je dis parfois que c'est ma drogue. Je fais aussi pas mal de sport, c'est quelque chose qui me permet aussi de me ressourcer, de développer cette énergie qu'on a parfois en soi. Mais l'aérien pour moi c'est presque comme une drogue. Oui. Alors, vous pilotez tout type de machine? Tout type, c'est beaucoup dire. J'ai une expérience correcte en planeur, mais je pilote aujourd'hui, j'ai mes licences en état de validité en avion, et évidemment, c'est ce que je pratique le plus, donc en bimoteur, IFR. Je suis qualifié travail en équipage, la fameuse MCC sur Beech 200, et je suis pilote professionnel hélico, qualifié monoturbine et bientôt biturbine. Alors aujourd'hui, on va évoquer différents sujets d'actualité qui vous concernent directement en tant que chef de mission aviation légère, hélicoptère, à commencer par un sujet qui a fait débat il y a quelque temps, le coavionnage. Le coavionnage sur le modèle de Blablacar, comme en voiture. La Direction générale de l'aviation civile a dit non. Pourquoi ? Alors, d'abord, il faut distinguer un petit peu cette approche de l'aérien, des approches qu'on peut avoir pour le partage, le covoiturage en voiture. Alors, on rappelle ce que c'est que le coavionnage ? Alors, le coavionnage, c'est, dans le business model initial des porteurs de projets, c'est un site internet, une plateforme internet qui va mettre en relation des pilotes qui souhaitent voler dans les aéroclubs, les pilotes d'aéroclubs qui louent régulièrement leurs avions, et des potentiels passagers qui sont tout un chacun, tout simple citoyen, qui va rentrer sur le site et choisir une place à bord de cet avion. Donc l'idée originelle, elle est effectivement que la licence de pilote privé, qu'un avion d'aéroclub permet de partager les frais avec ses proches, ses amis. C'est l'idée d'origine de cette licence il y a déjà très longtemps. On l'a promu parce qu'on considère que ça fait partie de l'expérience d'un pilote, d'abord de pouvoir emmener des gens qu'il connaît et de partager ce dispositif. Première étape, on s'écarte, et ma culture d'il y a déjà une vingtaine d'années, quand on faisait ce genre de voyage, on n'avait pas le droit de faire de publicité. On n'allait pas mettre des affiches dans un journal ou de la publicité dans tel ou tel endroit pour promouvoir et aller chercher un type de client. À partir du moment où Parce que là, on parle de clients, du coup, on n'est plus sur l'échange. À partir du moment où on part du public et on s'adresse à tout le public, on a cette notion-là, on y reviendra dans quelques instants, au transport public. Qu'est-ce que fait une compagnie aérienne ? Elle va mettre à disposition du public, de l'ensemble des clients, du public, des places à disposition dans ses avions. Sans aller jusqu'à dire que c'est une compagnie aérienne, mais je vais déjà faire cette première différence. Donc par rapport à Blablacar ou Airbnb, quand aujourd'hui on conduit une voiture, on n'a pas de permis particulier qui permet d'en faire son métier.
La licence de taxi, par exemple, est une licence, c'est un ordre commercial, mais elle ne donne pas des compétences particulières pour en faire son métier. Le permis B permet aussi bien de conduire à titre privé qu'à titre professionnel, c'est la même licence. En aérien, nous le savons, pour des raisons différentes qu'on ne va pas établir ici ou les décrire en détail, on a la licence de pilote privé et la licence de pilote professionnel. Elles existent parce qu'on a des compétences déjà qui sont différentes. Ces plateformes ont considéré que le pilote privé pouvant partager cela, tant qu'à faire, on va exploiter sa proposition et sa recherche de partage de frais avec des clients et lui proposer de mettre en relation avec d'autres passagers. La difficulté qui se présente pour nous, et on pourra y rentrer dans le détail si vous le souhaitez, elle est principalement, je dirais, à très grande majorité de raisons sécuritaires. Voilà. Pour faire simple, on considère que on a eu une étude du BEA qui a été faite au début des années 2000 sur ce qu'on appelle l'objectif destination. Je suis bien placé pour vous en parler parce que, en étant pilote privé au début et avant d'être corps technique de la navigation aérienne, comme tous les pilotes privés, j'essayais de trouver des copains, des amis pour faire des vols. Parce que c'est vrai que quand on est étudiant ou quand on est jeune, on a 25-30 ans. On a envie de partager les frais. On arrive à faire, pour faire simple, si on est 4 à bord, on peut faire dans un budget donné, si j'ai prévu d'investir 1000 ou 2000 euros dans l'année, je peux faire 4 fois plus d'heures de vol si j'arrive à les partager. Essayer de monter des heures de vol à moindre coût. Exactement. Voilà, c'est subventionner sa propre expérience. Donc elle est louable et elle est bonne dans l'esprit. Seulement, quand je le fais dans un domaine limité que sont mes amis, j'ai un volume qui est déjà raisonnable, mais si je me mets à faire ça en publicité sur Internet, on peut imaginer des pilotes qui vont tous les samedis ou tous les dimanches déjà emmagasiner ce genre de vol. Donc on va déjà développer en matière de volume le risque de ce type de transport. Mais plus concrètement, c'est quoi l'objectif destination? Le risque de l'objectif destination, c'est cette focalisation que l'on connaît tous en tant que pilote, qu'on soit pilote privé, on a tous connu cette pression des passagers. Vouloir arriver à destination et partir. Ou vouloir rentrer dans des situations, par exemple, météorologiques compliquées. Vous imaginez le cas où on a une météo, pas qui est catastrophique, mais une météo qui est moyenne. Les passagers viennent de province, ils ont fait 100-150 km. C'est l'anniversaire de mariage de X ou Y. Vous ne les connaissez pas, ces gens-là. Ils viennent, ils se présentent à l'aéroclub. Le pilote, qui a une expérience moyenne, va voir ces gens-là, va les accueillir avec le grand sourire, mais il va sentir inconsciemment une pression qui va monter parce qu'il sait, d'abord, il a un intérêt à faire ce vol. Rappelons-le, il va le faire, c'est un vol qui pour lui est subventionné. Donc quand on dit qu'il n'a pas d'intérêt ou il n'est pas rémunéré, j'entends bien, mais il a intérêt puisqu'il va payer 50 € l'heure de vol au lieu de 200 € l'heure de vol de son avion. Donc il a un intérêt, direct ou indirect. Et surtout, il va avoir une pression des passagers qui vont avoir envie de réaliser ce vol. Donc il va pousser les limites qu'il se serait lui-même imposées dans le cadre de son vol normal avec ses amis, ou facilement la veille ou le matin, il leur a dit, vous savez, je ne la sens pas trop, on va faire ça la semaine prochaine. Là, il va se sentir obligé de le faire. Et c'est source. Concrètement, l'étude du BEA l'a faite et nous en sommes persuadés, moi avec mon expérience personnelle j'en suis aussi persuadé, c'est une source d'accidentologie significative. Et quand on cumule la notion de risque, c'est 1, le niveau de vulnérabilité, objectif de destination, 2, la probabilité d'occurrence, si on augmente le volume de ce type de vol et Internet est là pour augmenter les volumes, on a un risque élevé. C'est ce qui fait que l'administration n'a pas dit non au coavionnage, on n'a pas dit que c'est interdit, on a dit que pour un pilote privé, avec des avions d'aéroclub via une plateforme Internet, ça ne peut pas faire selon les règles d'aviation générale que l'on connaît aujourd'hui. Ça doit se faire dans des règles de sécurité dont bénéficient l'ensemble des passagers du transport aérien qui sont basés sur un certificat de transporteur aérien. D'autant que le passager qui n'est pas un spécialiste de l'aérien ne comprend pas qu'on ne puisse pas l'emmener à destination. Voilà, alors même, on a eu de nombreuses discussions et de nombreux travaux avec les plateformes, même si on peut imaginer que sur le site, on va mettre des avertissements, on va dire attention, etc., etc. Le passager ne sait pas faire la différence. Alors, le passager aérien, quand il va les réserver sur GoVoyage, excusez-moi de citer, ou tel site internet d'une compagnie aérienne un billet, ou qui va aller sur une plateforme internet pour prendre un billet à 60 € pour faire Toussus-Colmar, lui, il ne l'appréhende pas. Alors c'est vrai, c'est plus loisir, c'est plus sympa, mais il n'appréhende pas un niveau de sécurité différent. Il ne sait pas qu'il va avoir affaire à un avion qui est entretenu dans certaines circonstances et un pilote qui a une expérience telle ou à telle. Il s'attend à avoir un service digne d'un transport. Voilà, donc vous dites aujourd'hui obligation d'un CTA, d'un certificat de transport aérien, mais là on est dans le cadre d'une compagnie aérienne
et les coûts ne sont plus du tout les mêmes. Donc c'est la mort à terme de ces sites. Alors, on ne peut pas être aussi intransigeant et aussi catégorique dans la description de ce qu'est un CTA. Justement, à la fin de nos travaux du mois de décembre, avec les plateformes, nous leur avons proposé, et c'est l'objet du communiqué de la DGAC, de leur expliquer, de faire de la pédagogie sur les caractéristiques du certificat transporteur aérien, et en particulier dans le domaine du vol à vue, que nous pratiquons, et de l'avion léger. Donc on est dans un dispositif bien particulier, avion léger VFR, où le CTA prend une ampleur beaucoup moins conséquente que peut l'avoir pour une compagnie aérienne qui exploite du 777 en long courrier. Et on a commencé déjà, nous avons fait déjà 2 réunions, nous en avons encore 2 autres, et on essaye pas de démontrer, mais d'expliquer que c'est complètement réalisable. Je prends un cas très simple. On peut imaginer qu'il faut une structure de 10, 20 ou 30 personnes dans une compagnie aérienne pour organiser un certificat de transporteur aérien au niveau des sécurités, au niveau des opérations aériennes, des opérations au sol ou de la maintenance. On a démontré que pour un opérateur léger, il faut 2,5 personnes administrativement parlant, puisqu'on peut cumuler des responsabilités. C'est vrai qu'il faut un cadre responsable, il faut un responsable de l'opération des vols, etc., mais un certain nombre de fonctions peuvent être cumulées, ce qui fait que le dirigeant de la plateforme, plus un chef pilote, plus un gars un peu responsable de maintenance, c'est une structure tout à fait convenable au niveau organigramme pour pouvoir faire cela. Derrière, il faut entretenir nos avions dans des ateliers Part 145, des ateliers agréés, il faut avoir des pilotes professionnels, voilà. Il faut des petites choses un petit peu plus conséquentes, mais c'est le prix à payer pour avoir une sécurité que nous, administration, considérons comme la sécurité minimale qui peut être appliquée pour ce type de transport et ce type de mise en relation. Donc ce n'est pas un non définitif, d'autant que l'Europe ne va pas tout à fait dans votre sens. Enfin, l'Europe et d'autres pays européens, je pense à l'Angleterre, je pense à l'Allemagne. Alors, dans l'état actuel des choses, je vais prendre juste 1 ou 2 minutes pour bien expliquer ce qui semble être ces écarts. Première chose en France, c'est l'arrêté de 91 qui s'applique pour l'aviation générale jusqu'à cet été en août 2016, où s'appliquera le règlement EROPS et notamment la partie NCC et NCO de ce règlement. Nous sommes en opt-out, c'est-à-dire que nous avons décalé l'application de ce règlement jusqu'à cet été. Donc aujourd'hui, c'est l'arrêté de 91 qui s'applique. Donc dans le régime français, c'est bien l'administration française qui peut encore régir et qui a la main complète sur ce dispositif. Parlons du règlement EASA qui s'applique dans un certain nombre de pays. Juridiquement parlant et à la lettre, il est vrai que une analyse juridique de l'EASA, que la pratique de coavionnage par les plateformes peuvent être pratiquées aujourd'hui en dérogation aux règles du transport aérien commercial. Donc ils n'ont pas besoin de certificat de transporteur aérien. Mais ça, c'est une approche juridique d'aujourd'hui en temps donné. Les discussions que nous avons eues récemment avec l'ensemble de nos partenaires, aussi bien à l'EASA que dans les pays étrangers, de grands nombres de pays admettent qu'il y a une faille, il y a une difficulté dans cette réglementation, puisque la réglementation EASA de l'Europe n'avait pas été prévue dans le cadre des plateformes. Elle a été prévue pour partager les frais, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, avec les gens que nous connaissons, la famille et nos amis. L'EASA va se pencher avec nous et un certain nombre d'États à réfléchir à cette problématique de compatibilité avec les plateformes Internet et le développement de ce coavionnage. Et ils ont admis qu'il y avait des questions à se poser. Donc nous allons porter notre position comme un certain nombre de pays. Par exemple, les Pays-Bas partagent totalement avec nous cette approche en disant, sur le coavionnage, nous avons un problème de sécurité si on utilise les règles de l'aviation générale par le biais des plateformes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Que se passe-t-il en cas d'accident? On dépend de qui? De la Convention de Montréal, de Chicago? C'est un vrai problème. Avant même de parler de convention, il y a le problème des assurances. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, cher Frédéric, c'est que quelqu'un qui ferait du coavionnage aujourd'hui, OK, on va dire que l'administration française a établi sa position et elle a dit qu'il fallait un CTA. Mais aujourd'hui, un pilote privé qui fait ça, et il y a un accident, je serais très inquiet pour le pilote et la famille du pilote, je suis très inquiet pour les passagers, pour l'assurance, les assurances concernées et le club. Parce qu'aujourd'hui, la Fédération française de l'aéronautique a informé tous ses clubs d'une vraie difficulté sur ce point-là. Et je n'ai pas voulu y mettre le doigt, mais vous l'avez fait, il y a un vrai problème d'assurance et de couverture en cas de problème. Autre sujet que vous avez eu à traiter à votre retour à l'aviation civile, les drones. Les drones, on a eu l'an dernier des survols, il fallait une réglementation sur tout ce qui était drôle de loisirs. On s'attendait à une réglementation
très stricte de la part de l'aviation civile. Finalement, l'arrêté est tombé début janvier. On s'aperçoit que c'est relativement souple. Je vais vous dire, les drones, il faut d'abord remonter à il y a quelques années, ne serait-ce qu'à 2012, où la DGAC et la France a décidé de réglementer le dispositif. Bien avant les autres. Exactement. La France était Et précurseur. on se pose souvent la question, on se dit, ah, tiens, on va faire une réglementation, est-ce que ça ne va pas contraindre et imposer des choses suffisamment lourdes dans le système et empêcher son développement? Et en fait, c'est exactement le contraire. Nous avons remarqué, enfin c'était l'intention initiale du régulateur, que si on laissait partir les choses un petit peu dans tous les sens, je m'excuse de faire ce parallèle, c'est un peu comme le coavionnage. On souhaite l'aider, la promotion, et moi mon job, c'est de promouvoir l'aérien, de promouvoir l'aviation générale, mais évidemment dans les meilleures conditions. Si jamais on laissait le coavionnage se faire, je suis désolé de revenir un peu en arrière, mais ça me vient, c'est important. Si on laissait le coavionnage se faire, on le laissait le faire, et au prochain accident, vous êtes sûr que vous avez la mort du coavionnage parce que seraient apparus tous les problèmes qu'on a évoqués là. Pour le drone, c'est dans le même état d'esprit qu'on a raisonné en 2012. Si on laissait faire un petit peu partout les dronistes, on sait qu'il y avait un problème de compatibilité puisqu'ils partagent quelque chose, ils partagent l'espace aérien. Dans l'espace aérien, il y a beaucoup d'aéronefs. On ne parle pas que des avions commerciaux, on peut parler des ULM, on peut parler des hélicoptères, des avions qui se posent sur les aérodromes. Et donc il y a obligatoirement des espaces où il faut réguler et pouvoir faire une segmentation entre les espaces et les conditions dans lesquelles on utilise les drones. En 2012, cette réglementation a voulu définir un cadre. Et aujourd'hui, 3-4 ans plus tard, on est l'une des nations les plus en avance en matière de développement de drones. On a plus de 2300 entreprises, opérateurs de drones professionnels. On a 400 constructeurs français de drones. Et on a une activité très importante qui se développe, plus de 6500 emplois directs dans le domaine du drone. Et ça, c'est grâce, on peut le dire, à cet encadrement réglementaire qui n'était pas là pour limiter, mais qui était là pour permettre un développement en toute harmonie avec l'ensemble du dispositif. En 2015, 3 ans plus tard, il était temps de faire un point sur un retour d'expérience sur cette pratique du drone et de revoir un petit peu à la marge, pas de manière contraignante particulière, mais de faciliter par exemple les autorisations préfectorales et de faire en sorte qu'on n'a plus besoin d'attendre une autorisation du préfet pour tel ou tel secteur, mais que ça se fait de manière plus simplifiée ou voire automatique, et d'autres situations où on facilitait un petit peu les procédures administratives. Les événements de l'été dernier sur les drones, je pense que c'est plus des événements très ponctuels. Fort heureusement, ça s'est limité. Il y a énormément de travaux qui se font aujourd'hui sur l'identification des drones. Dans l'année 2016 et 2017, il y aura beaucoup d'évolutions technologiques qui vont permettre d'identifier et de pouvoir cibler des drones, surtout les drones malveillants, quand ils ne se sont pas fait reconnaître. Il y a aussi, par exemple, pour les usagers habituels, nous travaillons sur une application sur smartphone qui permettra aux télépilotes d'identifier à l'endroit où ils se trouvent, est-ce que je peux voler et jusqu'à quelle altitude je peux voler dans mon secteur. Donc voilà, des choses facilitant, permettant aux gens qui veulent pratiquer cela dans les bonnes conditions, de ne pas mettre en péril l'ensemble de l'activité aérienne. Parce que c'est la même chose, dès qu'on aura des gens qui ne veulent pas pratiquer dans ce dispositif, ils mettent en péril l'ensemble de cette activité, puisqu'on sait qu'il faut protéger l'espace aérien pour l'activité des autres aéronefs. Alors, il faut bien différencier deux domaines, les drones de loisirs et les drones professionnels. Comment devient-on pilote de drones professionnels? Voilà. Ce sont des nouveaux métiers qui embauchent. Voilà, on a effectivement des compétences à acquérir, notamment par une partie théorique, les appréhensions théoriques, et on est en train de développer de manière plus détaillée, que ce soit dans le domaine professionnel ou aussi de manière plus simplifiée dans le domaine du loisir, une formation adaptée de télépilotes qui vont pouvoir ne serait-ce que connaître parce que c'est que la réglementation de l'espace aérien, ce que c'est que des conditions météorologiques. On n'est pas trop sur la technique aéronef ou de pilotage, où ça c'est plutôt de la pratique, mais on est plutôt sur les conditions d'environnement du dispositif. Donc là, il n'y a pas l'instructeur qui va vérifier que Alors on va peut-être déléguer une partie de cette formation aux organismes qui font de la promotion du pilotage de drones. Il y a des sociétés qui sont en train de se mettre en place. Tout ne va pas se faire de manière formalisée comme une formation de pilote privé en club, avec un aéroclub, etc. Mais des sociétés pourront être agréées, notamment pour passer ne serait-ce que le théorique. On est en train de prévoir qu'on n'ait plus besoin de se déplacer dans un centre de l'aviation civile pour aller passer son examen théorique de pilote privé. Ce sera la même chose pour l'examen de pilote de drone. On pourra aller dans le club particulier et passer sur Internet, dans un cadre d'examinateur, cet examen théorique. Alors, il était prévu dans votre texte initial, qui était beaucoup plus strict que ce qu'il existe aujourd'hui.
de demander l'immatriculation, le propriétaire. Finalement, tout ça, on oublie. Non, on ne va pas l'oublier. C'est un travail que nous continuons aujourd'hui. Je parlais d'identification. Encore une fois, le monde de drone, c'est un peu le monde de la technologie Internet d'aujourd'hui. Le temps que vous sortiez une réglementation, 3 mois plus tard, il faut déjà se préoccuper de la suite. Quand vous achetez aujourd'hui un matériel informatique, 6 mois plus tard, il faut déjà penser à changer l'iOS ou le système d'exploitation. On est dans le même concept. Ça évolue extrêmement vite. Et on n'a pas voulu retarder la sortie de cette réglementation par rapport à des choses qui sont en cours. Ou sinon, on serait toujours en train de courir derrière le lièvre. On a pris un point d'arrêt, on a mis en place tout ce qu'on voulait mettre. Il y a des travaux intenses qui se font dans des groupes de travail avec les experts. Il y a la mise en place depuis l'été dernier du Conseil des drones civils, on pourra en reparler, avec la Fédération professionnelle des drones et avec tous les opérateurs de drones civils en France, pour voir et déterminer ce cadre et l'évolution du cadre réglementaire pour permettre ce développement. Et pour parler de l'identification, oui, nous cherchons, il y a des projets par exemple de pouvoir mettre des puces de téléphone, je vous la fais simple, dans un drone, de permettre à ce que par le biais de la 3G, le drone soit constamment, avec une puce identifiée évidemment, identifiable comme vous pouvez identifier un téléphone mobile. À partir de là, un gendarme ou un policier pourra, à partir d'une tablette, regarder autour de lui quand il voit un drone et savoir si ce drone… L'immatriculation à qui il appartient. Exactement. Il est identifié ou pas, il a effectivement une puce. Si jamais cette puce n'émet pas ou elle est masquée, c'est un drone qui probablement est malveillant. Pour qu'il soit bienveillant, il faut qu'il se soit fait connaître. Voilà la manière de discriminer, par exemple, ce genre de choses. C'est des travaux qui se font et il est probable que dans les mois qui viennent, je dirais d'ici la fin 2016, on ait encore un cran réglementaire qui va venir, pas pour encore une fois contraindre, mais pour discriminer les gens qui veulent faire les choses proprement et leur permettre de se développer dans des bonnes conditions, des gens qui veulent le faire de manière un petit peu moins responsable. Aujourd'hui, la limite entre drone de loisirs et drone professionnel, on ne sait pas trop où elle se trouve. Hein. On trouve en grande surface des drones tout à fait performants, tels Vampire, oui, qui sont fantômes ou autres, absolument. Fantômes ou autres. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Le poids, la puissance? Alors pour l'instant, la réglementation prévoit, elle ne distingue pas par la masse ou par les opérations le type de drone. Elle le distingue par l'usage qu'on va en faire. Et pour faire très simple, on appelle aéromodèle ce qui va être utilisé à type de loisir. Et le reste de l'activité de drone, dans le domaine professionnel, dès qu'on en fait un usage commercial. Donc dès que je suis une entité qui va prendre des images, ou faire de la surveillance de telle ou telle zone, ou de la surveillance agricole, et donc j'ai une activité économique ou commerciale derrière, je suis classé comme un télépilote professionnel de drone, et donc dans un environnement adéquat. Mais dès que je fais ça à titre personnel et l'usage personnel des images fixes ou vidéo que je prends, je suis dans l'aéromodèle de loisir, et donc je vais me conformer à ce dispositif et des réglementations associées. Mais les masses, les vitesses et les hauteurs, c'est principalement les scénarios, parmi les 4 scénarios d'exploitation, qui chacun définit les contraintes dans lesquelles nous allons pouvoir pratiquer cette activité. Donc ça ne dépend pas du tout de la machine aujourd'hui, donc des machines extrêmement performantes qu'on trouve dans les grandes surfaces pour 500 ou 800 euros. C'est exact. On peut avoir à titre de loisir des machines très très performantes. Il faut savoir les utiliser dans l'usage qui leur est circonscrit. On va à présent parler meeting aérien. La Grande-Bretagne a modifié sa réglementation il y a quelque temps suite à de nombreux accidents malheureusement sur les derniers étés. Qu'en est-il en France? On avait déjà eu une réforme en 2013. Que dit la réglementation en matière de meeting aérien? Est-ce que vous allez suivre l'exemple de la Grande-Bretagne Alors, en tout cas, il y a des travaux très importants qui se font et l'année 2016 est une année charnière, je vais vous en dire quelques mots. Mais effectivement, la Grande-Bretagne et la France sont des pays toujours très avancés en matière d'aviation générale et qui mettent un point d'orgue à organiser et à faire en sorte que des manifestations aériennes attirant du public puissent être promues sur l'ensemble du territoire. Donc on y attache une grande importance et le rôle de la mission aviation générale et d'aviation légère, c'est de promouvoir et d'aider ce dispositif, encore une fois, dans un cadre de sécurité. Nous avons lancé il y a quelques mois un groupe de travail spécifique qui s'appelle le groupe de travail manifestation aérienne qui regroupe l'ensemble des acteurs des meetings aériens. Bien évidemment l'administration d'un côté, les organisateurs de plateformes, les directeurs des vols, les pilotes de manifestations et les pilotes de démonstration. L'ensemble de cette communauté s'est réuni dans un certain nombre de travaux avec un point central qui va se dérouler à Saint-Yan
l'aérodrome de Saint-Yan, qui est une base de la DGAC, un centre de formation, absolument, de formation de la DGAC, qui se déroulera au cours de la mi-avril, je crois autour du 15 avril, pendant une semaine complète, où tous ces gens-là vont se regrouper pour évoquer l'ensemble des aspects des évolutions réglementaires. Évidemment, comme les Britanniques, nous nous préoccupons du cadrage réglementaire, de la Display Authorization, l'autorisation de pilotes de démonstration, pour pouvoir pratiquer cela dans des bonnes conditions. Mais la grande avancée peut-être et qui nous distingue un petit peu, je pense que les Anglais vont y arriver, et les accidents récents qui ont lieu en Grande-Bretagne nous ont beaucoup attiré notre attention là-dessus, c'est les facteurs humains. On a des pilotes, en général les pilotes de démonstration, qui sont très compétents. On a des directeurs de vol aussi qui ont beaucoup d'expérience. Et souvent, on a des gens qui sont peut-être un petit peu trop à l'aise de venir sur une plateforme sans faire de reconnaissance, on arrive à plein pot au-dessus d'une plateforme, on n'a pas eu le temps vraiment de prendre les circonstances, l'environnement, etc. Et on est très à l'aise. Ce genre de choses, on travaille beaucoup sur l'aspect facteur humain. Vous savez qu'il y a déjà 20 ans dans le transport aérien, on a commencé un petit peu à mettre de l'interface homme-machine quand on a commencé avec la 320 dans les années 90. Aujourd'hui, le facteur humain est un élément important dans le domaine de l'aviation générale. Il l'est sur le co-avionnage et il l'est aussi énormément sur la manifestation aérienne. Donc c'est un des points centraux de l'évolution réglementaire française où probablement nous allons imposer des modules facteurs humains dans le cadre des formations et des habilitations pour les pilotes de démonstration. Pour finir, Patrick Amar, un mot sur l'avenir de l'aviation légère. On voit le nombre d'heures de vol diminuer chaque année un peu plus dans les aéroclubs. Vous êtes inquiet? Est-ce que le phénomène est structurel, conjoncturel? Qu'est-ce qu'il faut changer? Écoutez, on a effectivement une tendance à la baisse de ces dernières années, globalement. Parce que c'est un vivier pour les compagnies aériennes complètement. Qui est en train de disparaître. Finalement. Voilà, c'est un vivier, c'est une histoire. La France et son aviation, les passionnés, vous n'avez qu'à regarder les participants, que ce soit au Salon du Bourget ou à la manifestation de la Ferté-Alais. On a toujours de tout âge des gens qui viennent et qui sont passionnés, qui cherchent de près ou de loin, en commençant par exemple, les gens commencent souvent avec l'aéromodélisme, quand ils sont tout jeunes, passent par l'aviation générale ou l'aviation privée, et puis certains d'entre eux, on connaît beaucoup aujourd'hui de pilotes dans la compagnie Air France, qui sont de ces origines de vivier. Donc on se préoccupe, et ça nous importe beaucoup de savoir qu'on peut entretenir cela. Un de mes rôles, effectivement, de la mission, ce n'est pas uniquement le cadrage sécuritaire, c'est la promotion, c'est l'encouragement, c'est de faire en sorte que, par exemple, le brevet d'initiation aéronautique, qu'on l'étende, qu'on le fasse, que déjà à l'école, on enseigne aux gens qui veulent comprendre comment fonctionne l'aérien, mais c'est aussi d'aider les aéroclubs, d'aider l'ensemble de cette disposition à voir quel type de disposition on peut prendre pour encourager cela. Alors de quelle façon ? Alors, de quelle façon? Les évolutions réglementaires en font partie, puisque nous sommes une administration. Alors, pas toujours à la baisse. Mais souvent, on dit que la réglementation va tuer justement l'aviation légère. C'est vrai. Mais moi, j'essaye, et une de mes missions, je l'aurai avec nos chers pilotes ULM, comme j'ai essayé de le démontrer sur l'aspect drone. La réglementation doit être un cadre permettant le développement, et ne doit pas être un cadre empêchant le développement. Ça, c'est un fondamental. Et elle le permet parce qu'au début, on le ressent comme une contrainte. Je suis pilote, j'ai toujours les mêmes ennuis quand je me rends compte qu'à un jour près, j'ai raté mon médical, j'ai raté ma licence, ceci, cela. Ça nous paraît lourd. Mais finalement, c'est ça qui permet de garantir la pérennité sur le long terme. Donc il faut simplifier? Voilà. Alors, on va essayer de simplifier. Je prendrai un exemple simple. Le passage des épreuves théoriques. C'était très compliqué, il fallait prendre une date, on avait un examen par trimestre, il fallait aller, quand on était au milieu de la France, il fallait aller à Lyon ou à Bordeaux ou à Toulouse, trouver une date, se préparer, etc. Aujourd'hui, l'ADESAC travaille pour permettre l'accès au centre d'examen à distance et de faire qu'on puisse aller dans son aéroclub et passer son examen. Donc on va utiliser la technologie pour faciliter cela. Pareil dans les dispositions réglementaires, c'est vrai qu'une grande partie de notre réglementation, elle est évoquée d'ordre européen, mais nous continuons à faire notre lobbying, notre travail pour le développement. J'insiste souvent avec nos partenaires européens, on est quand même avec les Anglais une nation assez en avance. Alors quand j'entends les quelques collègues dans d'autres pays qui ont des idées sur l'aviation générale, je leur apporte en volumétrie leur activité, le nombre d'aérodromes que nous avons, le nombre d'aéroclubs.
Et on arrive à avoir quand même un discours en portant un petit peu la parole de la France. Et c'est notre objectif de faire comprendre que cette réglementation, c'est aussi la promotion. C'est ce que je vais essayer de faire passer comme Donc message. vous nous rassurez, l'aviation légère ne disparaîtra pas en France. Ah, loin de là, en tout cas, on est très loin de cette disposition. La DGAC a vraiment, et je pense que nous l'avons prouvé, et j'essaierai de continuer dans cette voie, d'aider. Et le rôle de la mission aviation légère, c'est d'être le point d'entrée à la DGAC pour justement essayer qu'une administration soit plus ouverte vis-à-vis de ses usagers et permettre de faire avancer les évolutions dans le cadre de cette promotion. Merci Patrick Amar, chef de mission aviation légère et hélicoptère à la Direction générale de l'aviation civile, d'être venu sur le plateau de l'Aéropress Club. Vous avez vu, on est en direct puisqu'on avait les avions, le bruit en direct donc de l'aéroport d'Orly. Merci et à très bientôt. Merci Frédéric.